Radio Terrazen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir pour l'émission Psychologie mensuelle consacrée à Anne-Catherine Sabas. Je suis Olivier Ravaille qui interviewe Anne-Catherine pour vous ce soir. Bonsoir Anne-Catherine. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Donc pour ceux qui nous suivent, le cycle des émissions a changé. Nous avons changé le cycle qui était d'une émission bimensuelle à une émission mensuelle. Nous vous retrouvons donc maintenant, à partir de ce soir, le premier mardi de chaque mois, pour l'émission d'Anne-Catherine consacrée à la psychologie, et pour un cycle qu'elle a intitulé « En route vers la paix ». Anne-Catherine, pourquoi ce titre, « En route vers la paix » ? Alors, nous avons déjà décidé de passer de 2 émissions mensuelles, comme vous le disiez, à une émission, pour plein de raisons. Une raison de temps aussi, et parce que nous avions envie de nous recentrer. Alors, se recentrer, quand il s'agit de la psyché humaine, c'est très compliqué puisqu'elle est infinie et on n'a jamais fait le tour, heureusement d'ailleurs. Et la question que je me suis posée par rapport au titre de cette émission, c'est qu'est-ce qui va pouvoir finalement nous permettre d'aborder tous ces thèmes que nous rencontrons en psychothérapie, que nous rencontrons dans nos cheminements personnels. Alors, en plus, la paix, c'est un thème qui m'est cher. Alors, pourquoi en route vers la paix ? Parce qu'en allant vers la paix, nous allons vers nous-mêmes, nous allons vers l'autre, nous abordons tous les aspects de nos vies et nous pouvons rendre plus présent et plus vivant ce postulat que nous faisons et que bien d'autres ont fait avant nous, qui est que la paix extérieure, la paix dans le monde bien sûr, mais la paix aussi avec notre entourage, la paix avec toutes les composantes de notre vie, est souvent le miroir assez fidèle de la paix que nous avons réussi ou pas à établir à l'intérieur de nous. Voilà, alors la psychothérapie, la psychologie sert avant tout à aller vers le bien-être, vers ce qu'on appelle la guérison, mais qui est finalement une réconciliation, un apaisement. Donc la paix va nous permettre de parler de tout ça. Et chaque mois, nous aborderons une des facettes possibles de cet apaisement que nous recherchons et que nous pouvons apprendre pas à pas à incarner nous-mêmes dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre quotidien. Le but étant bien sûr après d'aller pouvoir rayonner ça et de pouvoir propager cette paix dans le monde. Très bien. Alors j'en profite pour vous annoncer d'ores et déjà que la prochaine émission qui va continuer notre cycle sur la paix sera consacrée aux ancêtres, et nous l'avons intitulée « Faire la paix avec nos ancêtres ». Et ce sera donc le mardi 1er mars à 21h30, 22h30, comme d'habitude. Vous pouvez retrouver les podcasts de nos émissions sur le site www.radioterrazen.net. Et vous pouvez, si vous voulez aussi, nous envoyer des questions ou des commentaires sur émission RTZ-du6 psychologie @outlook.fr. Je répète, émission RTZ-psychologie au singulier @outlook.fr.
Euh, pour ceux qui nous prendraient en cours ou qui ne connaîtraient pas encore Anne-Catherine, Anne-Catherine Sabas est psychothérapeute à Fontenay-sous-Bois. Elle exerce depuis une quinzaine d'années et est aussi auteur, écrivain. Elle a écrit une vingtaine d'ouvrages, dont le dernier qui vient de paraître le 2, 13, 14, c'était quand, en janvier? Hein, Le pouvoir d'être heureux, renaître au bonheur chaque jour, aux éditions Bussière, dont nous avons parlé dans une précédente émission. Alors, nous avons intitulé donc l'émission de ce soir Faire la paix avec son corps. Alors, vaste programme, Anne-Catherine. Euh, Faire la paix avec son corps, alors j'ai envie de dire, si on a intitulé cette émission comme ça, c'est parce qu'il est possible de n'être pas en paix avec son corps, ou être en guerre avec son corps. Et oui, alors il est possible d'être en guerre en effet contre son corps, et puis il est possible tout simplement de ne pas avoir de relation avec son corps aussi. Hein. On a chacun un rapport différent avec notre corps qui dépend aussi de notre histoire, de notre famille, de notre culture. Alors rien que ça pourrait nous prendre l'émission. Euh, Suivant nos cultures, le rapport que nous avons à notre corps ne va pas être le même. Il y a des cultures où la nudité ne pose pas de problème, par exemple, d'autres où elle est considérée comme tabou, comme sale. Il y a des cultures où on bouge, où on s'exprime avec le corps, on s'exprime avec les mains, où on danse facilement, d'autres pour qui c'est plutôt malvenu. Il y a des cultures où on essaye d'exprimer le moins de choses possible avec son corps, la bienséance voulant qu'on arrive à le maîtriser et surtout le contrôler. Et puis d'autres endroits où au contraire on considère qu'il est le prolongement de notre âme et où tous ces mouvements vont être accueillis, voire célébrés. Donc ça, c'est simplement déjà des différences qu'on peut trouver au niveau géographique. Après, dans chaque société, dans chaque société et chaque époque, il y a des dictates par rapport au corps, hein, et dans les cultures aussi. Les mensurations idéales, par exemple, la façon dont le corps est traité en tant qu'objet, l'image qu'on lui impose, et la façon, et ça c'est le plus désastreux, dont elle peut influencer les humains en chair et en os qui veulent comment dire, se modeler à une image que la société leur impose. Il y a quelques dizaines, voire centaines d'années, les canons de la beauté, par exemple, n'avaient rien à voir avec ceux qu'on trouve aujourd'hui. Et alors on pourra aborder peut-être même dans l'émission tous les problèmes liés au corps, à l'image du corps, et en particulier les troubles des comportements alimentaires qui évidemment rejaillissent sur le corps et qui sont parfois motivés, parfois souvent motivés par un problème ou une distorsion quant à l'image du corps. Voilà, donc tout ça, toutes ces, toutes ces images aussi que la société nous impose, on voit le problème chez des mannequins, par exemple anorexiques, qui se mettent en danger parce que la société actuellement a décidé que le canon de la beauté, c'était de faire du 36 et de peser 40 kilos pour 1,70 m. Bon, on peut citer d'autres choses. Les hommes, eux aussi, ne sont pas en reste puisque on leur impose d'être plutôt un peu musclés. Et les hommes qui sont fluets ou plutôt très minces, souvent le vivent assez mal. Voilà, donc tout ça, ce sont des pressions déjà venues de l'extérieur qui ne facilitent pas comment dire, la possibilité d'accepter d'être en paix avec son corps. Et on le voit en particulier au moment de l'adolescence, avec tous les complexes qui peuvent émerger, parce qu'un adolescent va se trouver trop grand, trop petit, trop gros, trop mince, pas assez musclé, au contraire trop. Une jeune fille va avoir trop de poitrine ou pas assez, etc. etc. Donc tout ça, ce sont des guerres, malheureusement, qui sont créées de l'extérieur. Et puis après, il y a toutes ces guerres que nous créons nous-mêmes par rapport à nos ambitions, par rapport à nos volontés de contrôler notre corps, par rapport à nos difficultés parfois à accepter ces rythmes. Ça, on pourra en reparler aussi tout au long de l'émission parce que le corps, c'est un ensemble de cellules qui a une vie propre, qui a un rythme propre, avec des limites. Et toute la question, quand il s'agit de faire la paix avec son corps, va être
de pouvoir trouver un équilibre entre ce que la société, bien sûr, nous impose, le regard de l'autre, et puis aussi la santé, hein, parce que quand on parle corps, on parle santé, et c'est très important de ne pas oublier ça, que le corps, avant tout, n'est pas un objet à soumettre, mais est notre meilleur allié, est oui, un allié avec lequel nous allons faire un long chemin, et plus nous allons le traiter bien, hein. Vous connaissez le proverbe qui veut voyager loin ménage sa monture. On compare souvent dans des traditions le corps à ce cheval qui est chevauché par l'âme. Et pour ceux qui ont fait du cheval, ou même qui conduisent une voiture d'ailleurs, si vous traitez votre véhicule correctement, vous allez pouvoir aller plus loin avec lui. Et à l'inverse, si vous ne respectez pas ses besoins, si vous ne respectez pas ses rythmes, vous risquez un jour d'avoir des problèmes. Alors, vous avez parlé de culture, de mode de santé, et en effet, quand je vous écoutais sur les pressions qui peuvent nous venir, par exemple, de la mode, j'avais en tête des modes qui étaient, alors je crois, à la cour de Catherine de Médicis, où on sait aujourd'hui que les femmes se contraignaient à se corseter la taille jusqu'à ce que leur taille mesure 30 cm de circonférence, ce qui, si, chers auditeurs, prenez vos deux mains, vous serrez pouce et majeur, et vous obtenez 30 cm. Et c'était la taille que les femmes se forçaient à avoir, ce qui évidemment était ruineux pour la santé, pour des questions d'image. Euh, euh, Vous parliez des mannequins. Alors, il est vrai aussi que le mannequinat des femmes qui mesurent 1,75 m et 40 kg, je lisais récemment un papier très intéressant qui expliquait comment cette contrainte, elle est économique, au sens où lorsque comment dirais-je, les couturiers fabriquent des robes qui sont hors de prix parce qu'elles mettent des centaines d'heures à être fabriquées, ils veulent absolument que si jamais l'une des mannequins est indisponible, qu'au pied levé, une autre puisse enfiler la robe instantanément, et du coup, ça provoque des mannequins qui ont, pour des raisons économiques, toutes les mêmes mensurations. C'est horrible de dire ça, mais c'est pour des raisons au départ d'argent. Donc Et en effet, d'ailleurs, ouais. on voit émerger, j'ai vu ça là sur Internet il n'y a pas très longtemps, on voit de plus en plus émerger des initiatives comme ça de couturiers qui mettent en valeur des femmes qui ont des mensurations normales, Mhm. et les hommes aussi d'ailleurs. Et Et il y a même, je crois, Barbie, voilà, une collection de Barbie c'est enfin qui est sortie c'est ça. avec des vraies cuisses, des vraies fesses, et pas des allumettes à la place des C'est membres. les vrais Barbie de la diversité, voilà, de la nature en fait. Euh, donc voilà, la guerre contre le corps peut venir soit de la culture, soit de la mode, et soit aussi de l'approche qu'on a de la santé. Euh, alors, ouais, Oui, je crois que dans la question faire la paix ou la guerre avec son corps, ouais. il ne faut pas perdre de vue, mais c'est souvent la problématique qu'on retrouve derrière les troubles du comportement alimentaire ou toutes les obsessions quant à la ligne, quant à l'image, etc. Il y a la question du contrôle. C'est-à-dire que beaucoup de nos angoisses, qui ne sont pas souvent d'ailleurs identifiées, vont s'exprimer par une espèce de alors de compulsion bien sûr, mais tout un ensemble de comportements. Je vais vous épargner des mots psy, hein, parce qu'on n'est pas là pour parler de définition et de DSM, mais on a toutes ces compulsions à essayer de gérer nos angoisses. Alors, les tocs, les tics, etc., bien sûr, mais tout simplement toutes nos volontés de contrôler. Et la chose que nous avons, et j'emploie ce mot à dessein, la chose que nous avons sous la main, si je peux me permettre, 24 heures sur 24, c'est notre corps. Et beaucoup de nos angoisses peuvent trouver là un exutoire formidable pour parce que qu'est-ce qui se passe quand on est angoissé? Il se passe qu'on a peur de ce qu'on ne peut pas maîtriser, de ce qu'on ne peut pas contrôler. Alors tout ça, c'est beaucoup de choses. C'est la mort, c'est la vie, c'est la maladie, c'est les réactions des autres, c'est la perte. Ça tourne toujours autour des mêmes choses. La douleur, la souffrance, les menaces, les menaces à notre intégrité physique, psychologique, etc. Et donc, pour contrebalancer ça, on va inventer
des comportements qui nous donnent l'illusion que nous contrôlons quelque chose, hein. Ce sont tous ces rituels conjuratoires, tous ces tocs, etc. Et parmi ceux-là, il y a tout ce qui peut avoir trait à la maîtrise du corps. Voilà, alors la maîtrise du corps, c'est toutes les disciplines à outrance, ça peut être le sport à outrance aussi, hein. On sait que le sport c'est bon pour la santé, mais que faire du sport de manière excessive, d'ailleurs beaucoup de grands sportifs sont absolument fatigués à 45 ans ou 50, ça peut aussi mettre en danger l'équilibre. Il y a tous ces troubles du comportement alimentaire, l'anorexie étant le premier, avec ces gens, c'est souvent des femmes, il y a aussi des hommes, qui vont calculer la moindre calorie, qui vont aller se peser 10 fois par jour, qui vont aller vomir dès qu'ils ont mangé un carré de chocolat, etc. Donc tout ce qui donne l'illusion finalement d'avoir un pouvoir sur quelque chose, hein. Et en général, c'est sur l'extérieur qu'on veut avoir un pouvoir, mais le corps, c'est aussi le lieu où ont lieu les échanges entre l'extérieur et l'intérieur. C'est là où rentre ce qui vient de l'extérieur, la nourriture bien sûr, mais aussi tout le reste, parce que notre corps est une antenne qui entend des sons qui viennent de l'extérieur, qui sent des parfums, etc., etc. Donc qui doit apprendre à filtrer, et parfois il n'arrive pas à filtrer. Alors il va essayer de se transformer en une muraille infranchissable, pardon, et ça va donner tous ces comportements de maîtrise excessive, de contrôle excessif, pardon, qui finalement ne résolvent rien et peuvent mettre en plus quelqu'un en danger. J'étais en train de penser que lorsqu'on vous citez la culture, la mode, la santé comme des lieux de guerre par rapport à son corps, je me disais aussi, c'est vrai que je pensais aux Africains. Alors, c'est un préjugé de ma part ou pas, mais dans mon expérience, je constate que dans les pays d'Afrique, le rapport au corps est, j'allais dire, plus naturel, plus simple, plus direct, que le corps est plus écouté que, par exemple, chez nous en France. Et je me disais finalement, il y a probablement un rapport entre la proximité de la nature et la manière dont on traite son corps. Ce dont vous parliez, c'est-à-dire le surcontrôle du corps, etc., on le voit beaucoup, je sais pas, dans des endroits où il y a plein de bureaux, où les gens bossent, qui vont faire leur sport le midi, etc. Et on le voit beaucoup moins à la campagne, on le voit beaucoup moins en Amazonie, chez les peuplades qui vivent dans la forêt, on le voit pas chez les aborigènes. Et donc du coup, j'ai l'impression plus la nature est loin, plus le corps est oublié. Ce qui a évidemment un rapport évident, mais voilà, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Mais oui, en fait, ce que vous avez dit l'essentiel, le corps et la Ah, nature merci. sont intimement liés et en général, on traite son corps comme on traite la nature, hein. Et en effet, dans les pays où on est dans des comportements de contrôle, de compétition, de pouvoir, de croissance à tout va, on perd l'équilibre avec la nature profonde, on se met en déséquilibre et on traite son corps de la même façon. Ce qui fait dire à certains, dont moi, que l'état de notre planète, la façon dont nous traitons la nature et la façon dont nous traitons les animaux est très lié à la façon dont nous traitons notre corps. Absolument. Vous parliez de compétition et j'avais en tête une, euh, une anecdote qui me revenait et qui consiste, c'est un anthropologue français qui, alors dans un pays d'Afrique, je ne me souviens plus lequel, c'est récent, hein, il va sur place et il veut éprouver comment dirais-je, le goût pour la compétition des enfants qui ne sont pas habitués. Et en fait, ces enfants vivent dans un village dont j'ai oublié le nom. Alors, ils vivent avec ce que nous, on appellerait des moyens assez basiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de tablette ni d'iPad. Ils sont très au contact de la nature. Ils vivent dans un village où il y a des cases. Et ils sont habitués par leur culture à partager. Et l'anthropologue propose que les enfants fassent une course et il leur a mis, je ne sais plus quoi, un panier de nourriture ou quelque chose au pied d'un arbre et il leur dit, le premier arrivé aura tout le panier. Et les enfants courent à des vitesses différentes et le premier attend le dernier et il se donne la main. Alors il réessaye et en fait il se bat, il fait ce qu'il peut. Il a le plus grand mal à faire en sorte que l'un d'entre eux veuille gagner
Et il demande de guerre lasse à l'un d'entre eux, et c'est des enfants qui ont entre 5 et 10 ans. Et il leur dit, mais pourquoi vous courez pas? Il y a un panier. Et, l'un d'entre eux répond, ben, voilà, si on y arrive tous ensemble, on aura chacun notre part. Et ça veut dire que la compétition, c'est quelque chose qui pour eux, enfin la compétition de base là, hein, pour la nourriture, et même ça peut être appris. Alors on peut penser que c'est un élément naturel, la compète, mais ça veut dire que peut-être, c'est très intéressant, peut-être que l'état de nature fait que dans certains cas, c'est pas la compétition qui est archaïque, c'est le soutien, et donc la paix. Je crois que dans la nature, la compétition, alors on s'éloigne un peu du sujet, Oui, mais mais bon, on va y revenir, c'était, on va y voilà, revenir. Je crois que dans la nature, la compétition a lieu à certains moments. C'est-à-dire qu'au sein d'une meute ou au sein d'un groupe, les animaux fonctionnent de concert parce qu'ils ont compris qu'ils étaient plus forts ensemble. Et la compétition va avoir lieu à certains moments qui sont des moments très importants, en particulier quand il s'agit d'aller trouver un partenaire sexuel, parce que dans la nature, il est normal que les cerfs se battent entre eux pour avoir le droit de s'accoupler à la femelle. Mais à part ça, tout le monde fait la paix. Hein. c'est ça. Euh, voilà, la paix, donc voilà, on y revient sans le faire exprès, mais Voilà. c'est vraiment un sujet central. Euh, alors, je vous propose que l'on prenne la question du point de vue de la santé, si ça vous va. Hein. Alors, juste une remarque préliminaire. Ah, j'en profite, là, on est au tiers de l'émission, pour nous rappeler à nos auditeurs qui nous prendraient en cours de route que nous sommes avec Anne-Catherine Sabas à son émission sur Radio Terrazen, émission mensuelle consacrée à la psychologie. C'est notre nouveau cycle qui s'appelle En route vers la paix, et ce soir, nous parlons de faire la paix avec son corps. Alors, donc, Anne-Catherine, revenons sur notre sujet. Le fait, je fais une parenthèse, le fait de faire la paix avec son corps, et sous-entendu être en guerre avec son corps, de contrôler, etc., sous-entend quelque part que on voit un peu la question d'un point de vue comment dirais-je, d'une distinction entre l'âme et le corps. Parce que qui est-ce qui contrôle le corps? C'est la volonté, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est la pensée, c'est quelque chose d'autre. Est-ce que vous faites un lien entre le dualisme et le rapport au corps? C'est un vaste sujet aussi, mais voilà. Oui, tout à fait. Alors, il y a un lien forcément, mais on peut le prendre dans plein de sens différents. J'ai pas trop envie d'aller trop loin dans des questions de philosophie. Ce qui est important de se souvenir, à mon avis, c'est que comment dire, le rapport, l'alliance entre le corps et l'âme ou l'esprit, peu importe comment on l'appelle, peuvent être améliorés, peuvent être travaillés. On entend souvent dire que l'esprit peut contrôler le corps. On entend aussi l'inverse. Hein. Toutes les maladies psychosomatiques sont souvent des maladies de l'âme, de l'esprit, qui à un moment donné va se décharger de son stress sur le corps. La réalité, c'est que les deux fonctionnent, c'est-à-dire que le corps agit sur l'âme et l'âme agit sur le corps. Et le corps peut aussi contrôler l'esprit, Bien au sûr, sens où, par exemple, quand vous avez mal aux dents, voilà, vous ne pouvez on pas peut plus, réfléchir de la même façon. c'est ça, et si le corps a une douleur trop grande, on tombe dans les pommes, c'est le corps qui a dit stop, on arrête là. Voilà. Mais n'oublions pas, et de plus en plus d'expériences sont faites dans ce sens, que nous avons en effet une capacité à aller modifier nos états intérieurs par certaines techniques. Il y a bien sûr la méditation, il y a la prière, il y a toutes les techniques comme le yoga, la sophrologie. En sophrologie, on va aller travailler à éveiller des sensations positives, donc des états positifs pour apaiser nos émotions, les utiliser au mieux, etc. Donc, faire la paix avec son corps, c'est bien sûr une décision, c'est un choix, c'est des termes sur lesquels je reviens régulièrement parce que je pense que c'est notre privilège d'être humain, ce libre arbitre dont la nature nous a dotés, qui peuvent nous permettre peu à peu d'aller justement vers cette alliance, mais une alliance intelligente. Hein. Il ne s'agit pas là encore de soumettre le corps aveuglément, parce qu'il peut se passer que tôt ou tard, il se rebelle comme un animal que vous auriez maltraité. Il y a des histoires, j'ai vu ça encore il n'y a pas très longtemps, un éléphant qui a été maltraité dans un cirque,
qui se venge, c'est effroyable. Et c'est effroyable parce qu'il a été maltraité. Donc attention, ne sous-estimons pas non plus nos instincts, mais nous avons un pouvoir d'aller euh, mieux nous entendre avec notre corps et lui insuffler certaines choses. Et c'est à ça qu'une thérapie sert aussi, hein, aller modifier nos états intérieurs. Alors, on n'aime pas trop parler de guérison parce que nous ne sommes pas médecins et nous savons tous qu'il n'y a que les médecins qui ont le droit de guérir, hein. Les autres n'ont pas le droit de guérir, ils ont juste le droit d'accompagner le patient vers un mieux-être. C'est ce que nous essayons de faire. Mais bien sûr, toutes ces techniques peuvent aller parfois permettre des choses formidables en termes d'amélioration de la santé. Hmm. Ouais. Euh, en vous écoutant, je pensais à des événements, comment dirais-je, qui sont opposés en quelque sorte. Le premier serait, alors pour ceux qui l'ont vu, le film Johnny s'en va en guerre, qui est un film qui raconte le, la vie ou la survie d'un soldat pendant la guerre de 14 qui a été blessé le plus gravement par une bombe. Et en gros, de son corps, il reste pratiquement rien sauf les organes vraiment essentiels à la survie. Il ne peut plus parler, il peut plus communiquer, etc. Et le film raconte cette horreur d'une vie avec un esprit qui est au départ encore intact, en quelque sorte sans corps. Et finalement, le film se termine alors, de la manière la plus effroyable, c'est que finalement, il demande absolument à mourir parce que son esprit tout seul c'est absolument invivable, mais l'infirmière ne le comprend pas et le film se termine et on comprend qu'il va continuer à vivre éternellement, enfin, très longtemps comme ça, c'est insupportable. Et d'un autre côté, la situation de quelqu'un qui n'est, j'allais dire, qu'un corps sans esprit. Alors, bon, évidemment, ça veut dire qu'il est mort, mais on peut imaginer quelqu'un qui a, enfin, je pense que vous avez Oui, peut-être des exemples en tête, ou simplement quelqu'un qui est dans le ou coma, qui est quelqu'un qui est dans dans le un coma, voilà, état végétatif. où le corps est prégnant et l'esprit enfin, est réduit à sa plus simple expression, ou l'âme, ou la conscience, on appelle ça comme on veut. Et dans les deux cas, on voit bien que c'est en quelque sorte la mort. D'où l'importance de placer son corps au bon endroit. Alors, oui. Ça soulève aussi ça ouvre en fait un autre thème là, c'est la question du handicap. Parce que faire la paix avec son corps quand on a nos deux jambes, nos deux bras et tous nos organes d'essence, c'est évidemment bien plus facile, sauf si on est atteint d'une maladie qui nous occasionne des souffrances terribles. Faire la paix avec son corps, c'est plus facile quand ce corps est à peu près en bonne santé que quand on est handicapé. Et c'est la grande question, comment accepter le handicap, comment accepter le regard de l'autre, et puis comment accepter aussi les cycles du corps, et comment accepter par exemple la vieillesse, hein, et le fait que à chaque moment de la vie, il y a un état différent du corps, et que se battre contre ça, ça me semble assez illusoire. Voilà. Et faire la paix avec son corps, c'est aussi pouvoir trouver dans chaque période, dans chaque âge de notre vie, des opportunités de bonheur, de plaisir, de jouissance, qui ne seront pas les mêmes évidemment à 50 ans ou à 70 qu'à 20 ou 30. Pour revenir au règne animal, pour tous les gens qui ont un chien, un chat, il est bien évident que chez les animaux, moi j'ai l'impression que les animaux sont rarement ou jamais en guerre contre leur corps et donc n'ont pas besoin de faire la paix avec. Regardez un chat, n'importe quel chat de n'importe où, il sait instinctivement se détendre, ne pas brusquer son corps, dépenser son énergie ni plus ni moins que ce qui lui est utile. Et je trouve d'ailleurs c'est un bon exemple, le chat, d'un animal qui est en paix avec son corps. Tout à fait. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que notre différence, nous, humains, c'est que ce qu'on a en plus ou de différent, parce qu'en plus j'y crois pas trop, mais de différent, c'est peut-être en effet une excroissance du côté de la conscience ou de la volonté ou du mental ou de la pensée on appelle ça comme on veut, et qui tout d'un coup vient en tant qu'excroissance s'opposer ou revendiquer une espèce d'indépendance que peut-être finalement il n'a pas.
Alors cette excroissance, Olivier, je pense que c'est ce que vous appelez excroissance, ça pourrait être le néocortex, par exemple, qui est Peut-être. ce que nous avons en plus des animaux. Ce que je veux dire par là, c'est quelque chose qui est pas, enfin, qui à l'origine n'était pas. Tout à fait. Voilà. Voilà. Et qui nous permet d'aller volontairement contre notre corps par tout un tas de procédés formidables, comme se réveiller à des heures pas possibles, manger des sandwichs dégoûtants pleins de produits chimiques, etc., etc. Voilà. Euh, et du coup, on en revient, alors même si c'est pas notre sujet, on en revient au fait que c'est vrai que pour maltraiter son corps, en quelque sorte, il faut être deux. Il faut être son corps et autre chose. D'où l'intérêt des techniques comme la méditation ou la prière. Je pense surtout à la méditation, que personnellement je pratique comme je pense un certain nombre d'entre vous, chers auditeurs, où l'une des techniques de base consiste à se centrer sur sa respiration. Autrement dit, là, le message est très clair, c'est ne pense pas à autre chose que ce que tu ressens ou que ce que ressent ton corps. Finalement, c'est comme si on disait excroissance, reviens à ta place, tu n'es pas légitime en quelque sorte pour essayer de t'échapper de ton corps. C'est ton corps, ton temple, comme disait le Christ, ça me revient, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Alors évidemment, les gens qui étaient autour, ils pensaient que c'était le temple de Jérusalem, ils le prenaient pour un fou, et lui, il parlait du temple de son corps. Bon, et il aurait peut-être pu être plus explicite, ça nous aurait simplifié la tâche. Si on l'avait écouté. Si on l'avait écouté, en effet. Mm. Oui, donc je vous parlais du chat parce que c'est vrai que l'état naturel, c'est quand même d'être dans un corps et que la conscience s'est développée autour et très très loin du corps. Et il y a un certain moment où on sent bien, notamment quand on pratique la méditation, on sent bien que les préoccupations de la conscience sont parfois très artificielles. Et que pour se recentrer, en effet, c'est le corps qui est comment on pourrait dire ça, l'ancrage. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs le corps qui nous permet de nous ancrer à la terre, hein. C'est le corps qui nous permet de nous recentrer, c'est la sensation, hein. Je crois que c'est vraiment le mot-clé, la sensation. On ne peut pas être en même temps dans la sensation et dans la pensée, hein. Alors pour arrêter de penser, il faut trouver le moyen de sentir. C'est aussi simple que ça. C'est le fondement même des techniques de méditation. Alors, Enfin, le fondement, en tout cas, l'un des principes. oui, enfin, je mettrai quelques bémols parce qu'il y a plein de formes de méditation et certaines sont extrêmement mentales en fait, et certaines sont extrêmement volontaires. Il y a des Alors, méditations aussi qui sont des sortes j'allais dire de passage à vide, mais en tout cas, qui ont pour but de faire le vide. Et quand on essaie de faire le vide, en général, il y a plein de choses qui viennent nous remplir. Donc, moi, je privilégie en effet les formes de méditation qui sont axées sur le retour à la sensation. Parce que dans la sensation, nous connectons nous-mêmes, nos besoins, mais aussi nos mémoires et tout ce qui a besoin d'être dénoué à l'intérieur de nous, et en particulier au niveau émotionnel. Et là, on est, comment dirais-je, en filigrane. On parle aussi de jusqu'où va le corps et jusqu'où va l'âme, qui évidemment est une question philosophique qui est éternelle et immense, mais des émotions, par exemple, les neurophysiologistes ont démontré depuis un certain nombre d'années qu'à chaque émotion correspond des mouvements de neurotransmetteurs, c'est-à-dire que la frontière entre ce que nous appelons la conscience et ce que nous appelons le corps est devenue, depuis finalement pas si longtemps, extrêmement floue. Et ce qui voudrait dire, pour ceux qui sont complètement dualistes, qui imaginent qu'il y a l'âme d'un côté et le corps de l'autre, que c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Les choses ne sont pas si simples que ça, et il semblerait quand même que nous ne sommes qu'un tout. Voilà, et que notre conscience, en fait, est dans chacune de nos cellules. Oui, chacune de nos cellules. Alors, oui, ça nous renvoie à des théories un peu holistiques qui expliquent que dans chaque petit morceau d'un ensemble, on peut retrouver tout l'ensemble en version raccourcie ou résumée. Alors, revenons sur la santé. Ah, pour les auditeurs qui nous prendraient un cours de route, nous sommes avec Anne-Catherine Sabas pour son émission mensuelle consacrée à la psychologie, et plus particulièrement, nous sommes dans le cycle Faire la paix, et ce soir, faire la paix avec son corps. Je vous rappelle les coordonnées de son site, Anne-Catherine
anne-sabas.com, sur lequel vous retrouvez toute son actualité, ses publications, et de jolis passages que Bettina, qui est la webmastresse, concocte. Allez-y, ce site, c'est magnifique. Vous voulez parler de notre actualité, Anne-Catherine, Oui, d'autant plus que nous pouvons faire des ponts avec l'émission d'aujourd'hui. Très bien. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le mois prochain, nous nous retrouvons donc le 1er pour une autre émission consacrée En route vers la paix, où nous parlerons de faire la paix avec nos ancêtres. Et juste après, je serai présente à un salon littéraire que j'affectionne beaucoup. J'y étais l'année dernière. Il s'agit d'un salon belge. Alors j'aime beaucoup nos amis belges, à chaque fois je ne peux pas m'empêcher de le redire. Ce salon s'appelle Elle se livre au pluriel, et c'est un salon qui est dédié aux auteurs féminins et qui cette année aura en fait une vocation humanitaire. Alors il en a une double en fait, puisque ce salon a été créé l'année dernière pour pouvoir récolter des fonds pour soutenir une association qui aide des femmes victimes de violences à se reconstruire. Donc ça, c'est la première chose. Et cette année, en plus, il y a toute une campagne qui est faite pour pouvoir soutenir des enfants brésiliens et leur permettre d'accéder à la scolarité, à la lecture, etc. Voilà, donc ça, c'est pour le salon. Donc j'y serai le 5 et le 6, c'est à Braine-l'Alleud, qui est une ville juste à côté de Waterloo. Et je proposerai donc 2 conférences. La première s'intitule Femmes et sur tous les fronts, comment ne pas perdre notre âme chaque jour. Alors je fais un pont avec ce que nous disons aujourd'hui, puisque nous allons parler dans cette conférence des rythmes et du fait que les femmes, mais pas que les femmes, hein, quand je parle des femmes, je parle souvent du féminin qui concerne tout le monde, mais il se trouve que depuis que la femme a été libérée, puisque on nous dit qu'elle est libérée maintenant, chacun se fera son idée, la femme qui faisait beaucoup de choses avant, fait, en plus de tout ce qu'elle faisait avant, travaille. Voilà. Et moi, je vois beaucoup dans mes consultations de femmes qui sont complètement surmenées, complètement écrasées sous les responsabilités diverses et qui ne réussissent pas, pour plein de raisons, à trouver un moyen de s'écouter, d'écouter leur corps, d'écouter leurs limites, et qui, à un moment donné, ont le sentiment de perdre leur équilibre. Voilà, donc ça concerne les femmes, mais ça concerne aussi, je crois, toute notre société. C'est un des thèmes qui m'est cher. J'ai travaillé beaucoup sur la question de la souffrance au travail et de toutes ses conséquences, à savoir le burn-out, les problèmes de santé qui sont dus au surmenage. Et ça sera pour moi l'occasion d'aborder ça encore et de questionner un petit peu ce que nous faisons de nos rythmes, de nos sociétés, de nos santé et quels choix nous devons faire pour pouvoir retrouver un équilibre pour nous-mêmes, bien sûr, mais aussi pour notre terre et pour notre nature. Donc ça sera le samedi 5. Et le dimanche, je proposerai une autre conférence qui aura pour thème « Retrouver notre cœur de mère pour guérir l'humanité ». Et là, c'est pareil, le cœur de mère, comme le cœur de père, d'ailleurs, il concerne les hommes et les femmes. La question est comment pouvons-nous nous remettre à l'écoute de nos sentiments et tout simplement de notre cœur, qui peut nous amener à être un peu plus sensibles à ce qui se passe autour de nous et ainsi peut-être prendre des décisions d'aller contribuer au mieux-être du monde. Voilà donc pour ces 2 conférences. En avril, nous aurons l'atelier thérapeutique avec Isabelle Augmar, que je salue au passage. Isabelle, je pense que tu nous écoutes. Vous retrouverez toutes les infos sur mon site. Voilà essentiellement. Et puis après, plein d'autres choses encore, mais je vous le dirai au fur et à mesure. D'accord. Alors, continuons. Je voudrais qu'on aborde le sujet de la maladie. Vaste sujet s'il en est, mais effectivement, faire la paix avec son corps, ça peut, comment dirais-je, être d'actualité lorsqu'on est malade. Alors, il y a 1001 façons d'envisager la maladie, Anne-Catherine. Ça peut être le truc qui nous tombe dessus, ça peut être quelque chose qu'on a déclenché tout seul, ça peut être un mélange de tout ça, on peut l'envisager comme une épreuve, on peut l'envisager comme une occasion, on peut l'envisager de mille et une manières. Voilà, question ouverte. Ah oui, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je crois que là encore, il y a autant de façons d'envisager la maladie qu'il y a
de personnes qui sont confrontées à elle. J'ai un ami médecin que je n'ai pas vu depuis longtemps qui me faisait la remarque un jour que nous, les psychothérapeutes, nous parlons de nos patients, certains parlent de clients, et les médecins parlent de leurs malades, hein. En France. En France, oui. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en tout cas, en France, c'est ça. Et ça, déjà, je trouve ça horrible, hein, parce que si vous allez chez le médecin, c'est que vous êtes malade. Dans la Chine antique, Voilà, c'est à ça que je pensais. voilà, j'en ai parlé encore à quelqu'un aujourd'hui. Dans la Chine antique, vous alliez chez le médecin régulièrement pour préserver votre santé. Et donc, vous aviez l'habitude de payer la consultation au médecin. Et le jour où vous tombiez malade, vous ne payez pas le médecin parce que lui et vous considériez qu'il avait mal fait son travail. Alors, bien sûr, dans la mesure où vous aviez écouté ses conseils, hein, ça c'est certain. Mais ça sous-entend un rapport à la santé et à la maladie qui est complètement différent et qui considère que la maladie est quand même souvent le résultat d'un équilibre qui a été rompu. Voilà. Alors, il y a des maladies qui sont dues à des choses complètement extérieures, un accident, un virus, vous partez dans un pays lointain, vous avez un vaccin qui n'est pas à jour, vous vous faites mordre par un serpent, enfin, il y a plein de causes extérieures évidemment aux maladies, mais très souvent, la maladie est le résultat d'un dérèglement. Elle s'annonce par des prémices, par une fatigue, par des signaux, et c'est à ce moment-là, en effet, qu'il faut l'écouter. Euh, Moi, quand je reçois quelqu'un qui vient avec sa maladie, et je préfère dire quelqu'un qui a une maladie plutôt que quelqu'un de malade, c'est déjà une manière de se désidentifier de cette maladie. Euh, J'essaie de voir où il en est et comment il va considérer ça. Parce qu'en effet, certains vont être ravis, hein. Moi, j'ai entendu des gens me dire: ah, heureusement que je me suis cassé la jambe, ou heureusement que j'ai enfin une bonne grippe, parce que je vais pouvoir ne pas aller voir ma belle-mère le week-end prochain, ou enfin m'arrêter, enfin ne plus voir mon horrible patron que je ne supporte plus, etc., etc. Non. Voilà, donc quel sens a la maladie pour quelqu'un à un moment donné? Et puis, Là, dans les exemples que vous donnez, on sent que la personne se sert de la maladie comme d'un prétexte à quelque chose, ou en tout cas que ça tombe bien, mais pour des raisons qui ne sont pas forcément hyper authentiques ou hyper saines. Enfin, vous savez, c'est comme ça que je l'ai entendu, en tout il y a cas. des situations où la vie de quelqu'un ne lui laisse pas tellement le choix, hein. Moi, j'ai entendu des histoires de gens qui ont essayé par tous les moyens de prendre leur place dans un milieu, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans leur milieu professionnel, et qui ont été confrontés à une telle perversion, à une telle rigidité que ça a été absolument impossible. Et en fait, la maladie est venue les sauver. Je pensais ce matin à une de mes patientes qui qui a été arrêtée pour épuisement, pour surmenage, pour burn-out, en fait, même si c'est pas nommé comme tel, Oui. et qui est en train de comprendre, là, pendant ce temps où elle est à part, ce qu'elle doit modifier en elle dans son attitude pour arriver à, quand elle reviendra à son ancien poste, reprendre une place différente. C'est-à-dire que quelqu'un qui, à un moment donné, est malade, n'est pas forcément quelqu'un de malhonnête. Parfois, l'entourage ne lui laisse pas le choix. Et ça, c'est important aussi de s'en souvenir. Tout à fait. Bon, c'est parce que l'exemple de la belle-mère, bon, il me semble que la personne a d'autres options que de tomber malade. Mais en effet, la maladie peut être une des seules façons que le corps a de tirer le signal d'alarme par rapport à un danger plus grand. C'est de ça que vous parlez en fait. Un danger vécu comme plus grand et donc le corps déclenche une maladie pour protéger l'individu en quelque sorte. Par exemple. Oui. Ça me fait penser à un des, un des morceaux de la théorie de l'analyse transactionnelle qui parle des comportements passifs, l'inhibition, la suradaptation, l'agitation et la violence ou l'incapacitation dans l'ordre croissant. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui est très agité, qui fait le tour qui tourne autour du problème sans jamais y aller, en fait, si jamais on continue enfin, si la situation lui permet de continuer ou qu'on veut lui mettre le nez dans le problème et que lui, il veut pas, peut-être que le comportement passif suivant, ce sera l'incapacitation et donc de tomber malade. Ce qui sous-entend bien que la maladie peut effectivement venir de soi, mais
En effet, elle peut protéger contre un danger, j'allais dire objectif, enfin un réel danger ou un danger fantasmé, mais au fait le résultat est le même. Donc la Mhm. maladie peut être vécue comme ça. Alors, Disons que la maladie permet en général de se mettre à l'écart, permet de s'extirper d'un système qui est dangereux, euh, qui fait mal, oui. et donc d'élaborer une stratégie, déjà de reprendre des forces, et puis d'avoir le temps de réfléchir à ce qu'on veut et comment on va se sortir de cette situation. Ce qui sous-entend, pour pouvoir, si on est malade, voir la situation, j'allais dire positivement ou d'une manière constructive, en portant son regard un peu plus loin, ça sous-entend qu'on soit aussi, c'est vrai, disposé à le faire, euh, parce que c'est une... Là, on revient sur l'une de nos dernières émissions sur le pouvoir d'être heureux. C'est aussi, en quelque sorte, c'est une position qui dépend de notre liberté. Si je suis malade, il m'appartient j'allais dire, de décider de voir le positif là-dedans ou pas. Tout à fait. Et ça, personne ne peut le faire à ma place. Et suivant la position que je prends, je peux considérer ma maladie comme étant encore une catastrophe de plus qui m'arrive et que décidément j'ai vraiment pas de peau et que machin, etc. Ou alors de considérer ça comme un signe. C'est-à-dire qu'est-ce qui m'est dit là? Oui, ou quelle opportunité il y a derrière. Il y a plein de témoignages, dont des témoignages de thérapeutes connus, qui disent en fait tous la même chose. Ma maladie m'a sauvée. Ma maladie m'a obligée à aller enfin me réconcilier avec mon corps, avec mon histoire, avec mes parents, avec la vie, avec ce que je suis, etc. Ouais. Hein. Et c'est formidable. Et vu comme ça, la maladie une défense du corps, oui, contre un danger plus grand. On peut le dire comme ça, en fait. Oui, en fait, comme toutes les crises d'ailleurs, c'est une énergie qui cherche à poindre et qui se fraye un chemin, hein, pour pouvoir ramener l'individu à un épanouissement plus grand. Alors justement, comme le thème de notre émission, c'est faire la paix avec son corps, lorsque nous sommes malades, alors moi, dans mon métier, j'entends pas mal parler de burn-out, puisque je fais des accompagnements en réinsertion professionnelle. Vous entendez parler de plein de choses. Euh, le- Faire la paix avec son corps lorsqu'on est malade commence peut-être par accepter de voir ce qu'il y a de bon là-dedans. Peut-être. Oui, ça passe par ça passe aussi par, ne l'oublions pas, trouver les moyens de se soulager, Ouais. hein, parce que dans la maladie, il y a plusieurs choses. Il y a toutes les peurs qui sont liées à ça. Et la première peur, évidemment, c'est la peur de la mort, hein. J'apprends que je suis malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais imaginer que je suis vraiment en danger, etc. Ça, chacun a un rapport à la maladie et à la mort aussi qui est différent. Puis il y a ceux qui vont traiter ça par-dessus la jambe, c'est-à-dire, oh, je suis malade, mais c'est rien. Non, non, j'ai 42 fièvres, mais je vais quand même aller travailler. Et puis, euh, alors, après la question de la mort, il y a la question de la douleur. C'est-à-dire que il y a des maladies qui font mal et d'autres qui ne font pas mal, hein. Vous avez des choses absolument bénignes qui peuvent vous donner envie de vous taper la tête contre les murs. Je pense à des rages de dents, par exemple, qui d'ailleurs peuvent être très graves si elles ne sont pas soignées. Et dans un premier temps, une carie, ça ne met pas votre vie en danger, mais la douleur peut vous empêcher de dormir. Et puis, euh, la douleur nous empêche de réfléchir correctement. La douleur et tout ce qui, finalement, vient perturber le fonctionnement de notre système nerveux, va venir handicaper notre vie. Donc, il sera évidemment plus facile d'accepter une maladie qui n'est pas encore déclarée ou qui ne nous fait pas souffrir, qui ne nous handicape pas, qu'une maladie pas forcément grave, mais qui nous cloue au lit ou qui nous empêche de dormir. Donc, il y a aussi tout ça qu'il faut prendre en compte. Oui. Je pensais à la différence entre la culture occidentale et la culture orientale euh, vis-à-vis de la maladie. C'est, je crois, David Servan-Schreiber, dans un de ses livres, Guérir la dépression ou guérir le cancer, je ne sais plus, qui cite une conversation qu'il avait eue avec un médecin chinois
formé dans la grande tradition de la médecine orientale, hein, et qui lui demandait, alors en gros, c'est quoi, une question un peu provocatrice évidemment, c'est quoi la meilleure médecine? C'est l'occidentale ou la médecine orientale chinoise? Et son interlocuteur lui répond, si vous voulez vous faire opérer de l'appendice parce qu'il faut l'enlever, c'est la médecine occidentale, votre chirurgie, elle est incomparable. Si maintenant vous voulez éviter de l'avoir, c'est la médecine chinoise. Voilà, c'est une réponse très éloquente. Euh, alors, comment faire la paix avec son corps lorsqu'on est malade? Bien sûr, il faut être passé par-dessus la peur de la mort si celle-ci se présente. Il y a la question de la douleur. Mais en termes de sens, vous parliez du sens des maladies. Je pense, alors, Alors, ça nous ouvre un sujet, mais c'est vrai, hmm, je pense à la discipline qui s'appelle décodage biologique, que je connais un peu, mais je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Mais oui, bah, il y a tout ce qui a trait à la médecine psychosomatique, en fait, qui considère que euh, les conflits non résolus psychiquement vont aller créer un stress dans notre organisme, en sachant que chacun a un organisme qui est différent, chacun a une capacité à sentir ou à affronter ces conflits aussi qui est différente, et donc une capacité à somatiser qui est différente. Bien sûr, quel sens pouvons-nous donner à nos symptômes? Il y a plein de bouquins très intéressants là-dessus, mais je crois que là encore, c'est votre ressenti qui va faire la différence. Dans des consultations de décodage biologique, par exemple, on va pouvoir proposer plusieurs pistes à quelqu'un parce qu'un organe et un symptôme d'un organe peuvent être liés à plusieurs conflits, plusieurs problématiques. Et à un moment donné, vous allez sentir ou pas si ça vous parle. Ce qu'il faut retenir, c'est que la somatisation, outre bien sûr les états d'épuisement extrême qui font que la moindre petite chose, le moindre petit virus qui passe va être pour vous, euh, et encore, le virus, il va aller s'installer à un endroit quand même où ça a du sens, hein, plutôt qu'un autre. Mais sans parler de ça, le conflit non résolu va aller se, se manifester sur un système du corps qui a un lien avec le conflit. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant mais parce que peut-être ça nous un amènerait petit trop exemple loin. pour qu'on... Un petit exemple, je pense aux problèmes urinaires, par exemple. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui font des infections urinaires. Il faut savoir que dans la nature, pipi, caca, ça sert à marquer son territoire. Voilà. Donc, un des décodages possibles par rapport aux problématiques liées à ça, c'est d'aller euh, sentir s'il y a un danger dans notre territoire, s'il y a une menace dans notre territoire, s'il y a une souillure, une intrusion, une peur ou quelque chose qui se passe dans notre territoire, ou une impossibilité à marquer notre territoire. Quelqu'un, par exemple, on revient à la question du travail, qui ne peut pas prendre sa place, que ça soit dans sa famille ou dans son milieu professionnel, parce qu'il a une espèce de chef qui tyrannise tout le monde, va être empêché dans son territoire. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à aller à la selle quand ils ne sont pas chez eux, par exemple, qui sont constipés des commerciaux qui passent 3 nuits par semaine sur les routes. Hein, j'ai entendu des histoires comme ça. Et c'est normal parce que dans la nature, celui qui va déféquer sur le territoire de l'autre, il est en danger. Hein. Une C'est une provocation. provocation. Hein. Donc, il attend d'être rentré chez lui pour aller dans ses toilettes à lui. C'est un exemple, on peut en trouver plein d'autres. Mais ce qui est à comprendre et à trouver derrière, c'est le ressenti. Quelle est, à un moment donné, l'expérience qui a été trop lourde en termes d'intensité, trop intense en termes de stress, et que la psyché n'a pas pu digérer, n'a pas pu métaboliser correctement, et qui va devoir être gérée par l'organe qui correspond. Alors merci pour ces exemples sur le décodage biologique c'est vraiment passionnant. Enfin, à titre perso, je trouve ça vraiment passionnant. Et alors, on parle du corps, mais évidemment, il est difficile de parler du corps sans parler des interactions du corps et de l'âme et des conflits non résolus, etc. Enfin, pour ceux qui nous écoutent depuis le début de l'émission, vous avez compris que
bah, ni vous, Anne-Catherine, ni moi ne sommes tenants d'un strict dualisme âme-corps complètement séparé parce que enfin, moi j'ai l'impression que ça tient pas euh, et que les interactions sont trop permanentes pour qu'on puisse définir une frontière. Alors, faire la paix avec son corps, donc ça veut dire lorsqu'on est malade, qui finalement est un signal, la maladie, ça veut dire donc bah, entendre ce signal, et ensuite, Et ensuite, prendre les mesures nécessaires. Hein, parce que si vous avez mal à l'estomac, par exemple, il va falloir peut-être boire moins de café ou moins de sucreries ou moins d'alcool, etc. Et puis, si vous avez mal aux yeux, il faudra peut-être faire attention à la lumière, etc. Bon, ça, c'est des exemples tout bêtes, mais une maladie va nous focaliser sur l'organe qu'elle concerne pour que nous puissions en prendre soin. Hein. Je disais aujourd'hui à quelqu'un, ton estomac, c'est un être à part entière. Hein. Il se trouve que moi, je suis un peu sensible de l'estomac aussi, donc ça me parlait d'autant plus. Et cet être, tu dois le chérir, tu dois établir un contact avec lui, tu dois prendre contact avec lui, apprendre à sentir sa présence, ce qu'il te dit, apprendre à sentir ses mouvements pour pouvoir te mettre en accord avec ses besoins, le temps qu'il reprenne sa forme, sa force. Hein. Et ça, c'est quelque chose que nous avons oublié. Oublier d'aller dialoguer avec nos organes, d'aller euh, mettre notre conscience à l'intérieur de notre genou, de notre pied, de notre tête, pour leur parler comme on parle à un être cher, avec douceur, avec tendresse, avec amour. Si nous ne les écoutons pas, nous ne pouvons pas respecter leur rythme. Et si nous ne respectons pas leur rythme, un jour ils vont être en danger. Et un jour, c'est eux qui vont nous poser problème. Hein, nous avons tout intérêt à aimer notre corps. je sais que vous pratiquez comment dirais-je, le mot m'échappe, les mantras. Et on en a parlé dans l'une des dernières émissions. Et alors pourquoi je pense au mantra? Parce que le mantra, c'est une pratique qui est spirituelle, si on peut dire, mais qui fait vibrer au sens propre du terme, et qui vient donc, comment dirais-je, Dynamiser, oui, faire vibrer. dynamiser ou proposer au corps un- une vibration ou un mouvement qui est bon pour lui. Et ça fait partie des techniques qui sont, je trouve, vraiment à la frontière de ce qu'on peut appeler la conscience, le corps, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas de frontière, mais voilà, que faire avec la maladie. Et d'ailleurs, les mantras sont à la base des pensées, sont des vibrations. Hein. Moi, je propose souvent, et je le fais moi-même, d'aller offrir à notre corps et offrir, je dirais même à d'autres choses, à des domaines de notre vie, une pensée, une intention, parce que c'est de toute façon l'intention qui va être puissante et qui va compter. Imaginez que vous êtes dans le train et que tout à coup vous avez envie de faire du bien à votre corps et que vous voulez entonner un mantra sur la santé, la longévité, etc., il y en a des très beaux, ça ne va pas forcément être possible de le faire à voix haute. Mais simplement cette pensée, en travaillant sur notre conscience du corps, on peut aller déplacer notre pensée à un endroit particulier. Et ça résout beaucoup de problèmes, et en particulier les problèmes qui sont liés à la sexualité. C'est qu'on peut aller reprendre possession d'une partie de notre corps et aller la dynamiser, simplement par une pensée. Hein, il suffit de visualiser ou d'emmener notre intention à un endroit particulier de notre corps. Et là encore, on parle de la pensée ou de la conscience qui, qui prend le corps comme objet, mais au sens direct du terme. C'est-à-dire que on pense à une partie de son corps, Tout à fait, réellement. on va Réellement, on l'habiter. va En l'habiter. fait, je crois que c'est de ça dont il est question, c'est de réhabiter son corps, hein, de rentrer chez soi, en fait. Parce que faire la paix, c'est rentrer chez soi, c'est retrouver cet espace de sécurité. Nous venons d'un corps, nous sommes tous nés dans un corps. C'est quand même très, très parlant, ça. Hein, nous ne sommes pas nés dans la terre, sur un arbre ou dans un œuf. Nous sommes nés dans un corps humain. Hein. Et c'est à l'intérieur de notre corps que nous pouvons retrouver cet espace de paix, cet espace de sécurité et cet espace de retrouvailles, en fait. Ouais. Je pensais au,
au moine tibétain, comment s'appelle-t-il mince, j'ai oublié son nom, qui a publié un livre récemment, qui était Pakia Rinpoche. Pakia Rinpoche, qui était aux Journées du Pardon de l'année dernière, et qui s'est guéri par la méditation d'une gangrène, et qui par là même nous prouve à nous occidentaux quelque chose dont on n'était peut-être pas convaincu, c'est que le pouvoir de la méditation, quand il est pratiqué à de telles intensités, a le pouvoir de recréer de l'os. Il ne s'agit pas de se guérir d'un rhume ou de changer une pensée négative en une pensée positive. Ça veut dire que la méditation a en effet le pouvoir de reconstruire le corps, et lui le prouve. Voilà, je pensais à ça parce que, bien sûr, on parle de faire la paix avec son corps, mais insensiblement, voilà, qui fait la paix avec son corps? Eh ben, c'est nous. J'allais dire c'est la pensée et la conscience, mais tout ça c'est pareil, c'est nous. Et chacun, je crois, aura besoin d'un chemin différent pour faire la paix. Ouais. Hein. Il y a des paix qui sont plus exigeantes que d'autres. Mm. Et je crois que c'est ça, que chacun trouve cet endroit où il peut se rencontrer, où il peut rencontrer son corps en toute paix. Tout à fait. Et les exemples sont nombreux qui nous montrent que on peut, il ne s'agit pas de discipliner, mais on peut autoriser ou permettre à son corps de changer d'une manière importante. Je citais l'exemple de Pakia Rinpoche, et j'ai vu récemment une interview de Joël de René qui parle de l'ADN, parce que c'est vrai que le corps envisagé comme tel, c'est une réalité qui a l'air de ne pas bouger, d'être malade ou d'être en forme, alors qu'en fait la réalité est différente. C'est que le filament d'ADN qui a été découvert dans les années 40, je crois, a été décodé progressivement, même s'il ne l'est pas encore complètement par les biochimistes. Et pendant de très longues décennies, on considérait que l'ADN, il y en avait une partie qui avait été identifiée, et une autre partie qui s'appelait l'ADN poubelle, c'est-à-dire on ne savait pas trop ce que c'était. Alors ce qui est marrant, c'est que l'ADN poubelle, en fait, c'est 80% de l'ADN. Et on a découvert récemment, et c'était ça l'émission de Joël de René, que cet ADN poubelle est en fait, comment dirais-je, il a la capacité, une capacité plastique de changer d'autres morceaux de l'ADN. Ce qui veut dire que même dans l'ADN qu'on pourrait considérer comme l'inné, par définition, dans notre représentation innée acquis, même l'ADN qui est inné, il porte en lui majoritairement la capacité de changer. Ça veut dire que nous avons une capacité illimitée de recréer notre rapport au monde, à nous-mêmes et à notre vie. Et bien, sur cette parole très 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 prometteuse et pleine d'espoir, je vous propose que l'on clôt notre émission. On a un tout petit peu dépassé le timing, mais bon, le directeur de l'émission nous l'a autorisé, et nous le remercions. Merci Cédric. Alors Anne-Catherine, je vous propose que l'on clôture cette émission. 1 heure, c'est court, c'est vrai. Mais bon. C'est trop court. Et moi, je regrette que nous n'ayons pas abordé le thème de la sexualité, parce que c'est très important par rapport au corps, et je propose qu'un de ces jours, nous fassions une émission là-dessus. Faire la paix avec sa sexualité. Absolument. Nous verrons ça pour bientôt, avril peut-être, puisqu'on a déjà défini l'émission de mars. Alors, je vous rappelle que nous étions avec Anne-Catherine Sabas pour notre émission mensuelle sur le cycle de En route vers la paix. Ce soir, nous parlions de faire la paix avec son corps, donc nous avons abordé une facette du sujet, mais évidemment, il y en a beaucoup. Donc, dans un mois, le 1er mars, nous aborderons le thème de faire la paix avec ses ancêtres. Passionnant. Eh oui. Nos ancêtres vivants ou morts d'ailleurs, hein, parce que nous devons faire la paix avec tous. Enfin, nous ne devons pas, mais nous avons intérêt à le faire, croyez-moi. Absolument. Une discipline passionnante sur le sujet qui s'appelle les constellations familiales, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs aussi. Alors, je vous propose de nous quitter. Catherine, merci pour cette émission, d'avoir répondu à mes questions. Et je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis au mois prochain. Merci à tous. Et dans quelques jours, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur Radio Terrazen, la radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à Bonsoir à tous tous. et rendez-vous mardi 1er mars. Retrouvez prochainement cette émission en podcast sur www.radioterrazen.net.